Je suis l'artiste Rodney Moketonga, artiste, chanteur, chorégraphe, né en 1987. Donc aujourd'hui j'ai 36 ans. Je suis de nationalité congolaise, Congo-Brazzaville. Bon, mon enfance, ce que je dirais de mon enfance, je dirais que je suis un garçon qui a grandi avec ses grands-parents. Disons mon grand-père avec ma grand-mère. Donc j'ai vécu quand même quelque chose de très beau quand j'étais enfant, avant de changer de vie, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est après le décès de mon grand-père que tout commença à changer, que j'ai commencé à vouloir prendre d'autres décisions par rapport à mon avenir. Oh, j'étais très jeune. Je pense que si j'avais trop peut-être... bon, disons c'était entre 1996-97, je dirais. Disons, mon grand-père était politicien. Donc, il y a certains trucs que je fais aujourd'hui que je ne pouvais pas faire de son vivant. Parce qu'il était vraiment strict, il voulait vraiment qu'on aille à l'école, il voulait vraiment qu'on puisse se concentrer pour des études et tout et tout. Donc, après son décès, bon, les familles africaines, on sait comment est-ce que ça fonctionne. Les choses commençaient à changer. Donc, j'ai commencé à prendre moi-même des décisions, mais ça n'a pas été facile parce que le chemin que je commençais à prendre par rapport à ma carrière a été difficile parce que certains membres de ma famille ne voulaient pas vraiment que j'emprunte ce chemin. Mon grand-père, Pépé Casimir, que je salue, qui fut un grand artiste. Voilà, donc... moi, au fait, quand j'allais à l'école, j'ai commencé avec la danse en même temps. Donc, quand j'ai commencé à danser, et puis au Congo, c'était des concours de danse inter-école. Donc, moi, je représentais souvent mon école. Donc, après l'école, c'est devenu inter-quartier. Donc, je représentais maintenant le quartier. Bon, vous savez, ce milieu-là, c'était pas un milieu facile. On était livrés à nous-mêmes. Donc, mes oncles ne voulaient pas que je puisse rentrer sur ce chemin jusqu'à me bastonner. Surtout, je me rappelle une fois, j'ai découché à cause de ça parce que le spectacle a fait pratiquement de 14h à 3h du matin parce qu'il y avait énormément de groupes. Donc, le fait que j'ai découché, ça a vraiment créé des problèmes. Donc, sur ça, mes oncles m'ont recherché partout dans le quartier et puis ils m'ont frappé. Et puis, j'étais allé voir ma grand-mère. Ma grand-mère les a tous convoqué mon grand-père. On leur a dit de me laisser faire ce que je suis en train de faire. On ne sait pas ce que ça pouvait donner. Donc, c'est par là qu'ils ont commencé à me laisser faire la danse. J'ai commencé à évoluer comme ça, sans pourtant avoir peur. Sinon, avant, j'avais très peur. Bon, étant danseur, ça n'a pas été facile parce que moi, déjà... Pour un début, la danse, je ne l'ai pas appris. On ne m'a pas appris la danse. Donc, c'est venu comme ça, par des concours et tout et tout. Donc, maintenant, dans le temps, si je me rappelle bien, entre 1999, l'an 2000 et puis un peu par-ci, par-là. Donc, de là, je commençais à me faire remarquer partout en tant que meilleur danseur du quartier, après meilleur danseur du Congo. Donc là, maintenant, des orchestres comme les plus grandes de chez nous, comme les Extra Musica, on avait G7, on a Impression des As. Là, je vous parle du Congo-Brazzaville. On avait des plus grands orchestres et puis ils commençaient à s'intéresser à moi par rapport à des chorégraphies et puis des danses que je créais. Mais en ce temps, je dirais que je ne voyais pas l'importance que l'orchestre avait, l'importance que la musique avait. Étant petit, comme un danseur, je me disais, bon, je viens, je fais des chorégraphies, même si on ne me paye pas grand-chose, je ne voyage pas et tout, ce n'est pas mon problème. Mais quand je faisais ça, j'ai vite remarqué tout de suite mes chorégraphies avec des danses que je faisais, ça faisait évoluer beaucoup d'orchestres. Parce que quand je crée une chorégraphie, une danse qui cartonne un peu partout, donc ça donne du buzz tout de suite à l'orchestre. Donc l'orchestre a des contrats et l'orchestre voyage. Mais l'orchestre voyage pourquoi? Parce qu'il y a un danseur, un chorégraphe qui a créé quelque chose et aujourd'hui qui fait le buzz. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous donner un petit exemple sur le morceau de mon grand frère Maréchal DJ que je salue en passant, Seka Seka. Seka Seka, c'est une danse que j'avais créée il y a très longtemps au Congo. Donc c'est une danse que j'avais créée et que cette danse-là, je suis allé répéter
avec un artiste qu'on appelle Félix Oisé, quoi, avec des danseurs un peu tout. Donc, comme je ne m'intéressais pas trop à ce qu'un orchestre pouvait apporter à un danseur, donc quand je viens, on fait des chorégraphies et tout. Donc, l'artiste Félix Oisé, quoi, a propulsé la danse plus loin que ça. Donc, bon, on s'est dit que peut-être c'est lui le créateur de la danse. On dit que le concept appartient à celui qui le met en valeur, mais je dirais que je suis l'un des chorégraphes qui a vraiment créé beaucoup de danses, même jusqu'aujourd'hui qui se dansent, même ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, je dirais, depuis très longtemps. Mon plus beau souvenir, c'était ma collaboration avec Ferregola. Ferregola, je me rappelle dans le temps, il était dans l'orchestre avec Werason. Werason est un artiste congolais de la RDC. Parce qu'en fait, moi, ma vision dans le temps était que je puisse travailler avec les artistes de la RDC. Parce qu'il y a deux Congos, si vous voulez bien. Il y a le Congo RDC et puis celui de Brazza. Donc, je me disais, je voulais vraiment travailler avec des artistes de la RDC. Donc, je me rappelle, dans le temps, on était allé en groupe dans l'orchestre de Werason, ou Wenge Musique à Maison Mère, pour essayer de nous faire découvrir. Mais ça n'a pas été facile parce que dans les orchestres, on peut être au moins 150 à 120 personnes, mais souvent, c'est 12, 13 personnes qui sont mises en avant dans les clips et tout. Mais en coulisses, on est nombreux. Donc, c'est pas facile. Donc, on a essayé de travailler jusqu'à ce qu'on a, je dirais, je fais partie des créateurs de la danse Koimbiko. Donc, ceux qui savent, la danse qu'on fait, donc c'est nous, on a commencé à faire ça, à porter ça et puis à donner cette chorégraphie-là à Werason avec des grands frères d'autres danseurs avec lesquels on était ensemble. Donc, bon, comme on dit toujours, nous, on ne savait pas ce que l'orchestre pouvait apporter à un danseur ou bien je ne sais pas. Donc, c'est après ça que je suis reparti à Brazza. J'étais même allé répéter avec le quartier latin de Koffi Olomide. Bon, c'est comme je vous dis encore, ça n'a jamais été facile pour être dans la lumière. Tu peux tout faire, mais vous allez voir, c'est d'autres personnes qui sont dans la lumière. C'est ma rencontre avec Ferregola pour son premier album. Quand il a quitté le quartier latin de Koffi Olomide, il voulait faire son album. Donc, je l'ai rencontré. Et ce qui était bien, mais ça n'a pas été facile. Je me rappelle le jour où j'allais le rencontrer chez son producteur. Je suis arrivé avec mon manager. Je voulais faire des choses très, très professionnelles parce que chez nous, au Congo, il n'y a pas de danseur, on ne dirait pas, il n'y a pas de danseur d'un danseur qui est un manager. Les managers sont pas n'étaient pas trop considérés comme avant. Donc, je me suis mis un manager. J'ai dit, bon, voici ce que je veux comme le projet et tout et tout. Je veux rencontrer Ferré et je suis allé chez son producteur, qui est le général Dabira, son ancien producteur. Arrivé devant le portail, comme c'est un général, et tu ne peux pas rentrer chez un général comme ça, il y a des gardes du corps. Donc quand on est arrivé, on dit, bon, on est venu pour rencontrer Ferré. On dit, non, vous allez rencontrer pourquoi? Mais quittez-la, vous les pétez-là, on nous chasse. Donc après, mon manager a dit, bon là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit, non, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. La vie n'est pas facile, il faut vraiment que je puisse atteindre mes objectifs. Donc, on était assis de l'autre côté du jardin, chez le général. On avait tout de suite Ferré arriver de la France. Donc, il était arrivé pour aller faire le clip. Donc, disons, il avait tournage du clip. Dès qu'il est arrivé, moi, je dis, bon, Ferré là, on va passer. Donc, quand on arrive en face du portail, on avait changé les gardiens chez le général. Donc, on est venu tout de suite. On a dit, bon, on nous appelait. Je me rappelle ce jour-là, j'étais en culotte avec un débardeur. On nous appelait, on dit qu'il y a Ferré qui est là, qui veut me voir. Donc, il faut que... Bon, j'avais menti ce jour-là. Donc, les gardiens ont ouvert le portail. Dès qu'ils ont ouvert le portail, bam! Tout de suite, toute la production était là. Ils étaient en train de se préparer pour aller à l'aéroport, prendre le vol pour partir. Dès que je suis rentré, tout de suite, on dit, c'est qui? Vous voulez quoi? Je dis, ah, je suis un danseur, je suis un chorégraphe. Ah bon, ok, vas-y, danse, tout de suite. Il n'y avait pas de musique. Donc, depuis le portail, j'ai commencé à faire des jeux de reins, danser tout de suite. Ferré a dit, ouais, voici ce que je cherche. Ok, allons tout de suite. Prenez-le, on va à l'aéroport et on a besoin de toi. Donc, en allant, je me suis dit, je l'ai parlé, je l'ai dit à l'oreille, j'ai dit à Ferregola, j'ai dit vraiment, j'ai dit, on est combien pour le clip? Il me dit, bon, je n'ai que des danseuses avec moi et puis c'est tout. Hein. Moi, je lui ai dit, bon, moi étant chorégraphe, la vision que j'ai pour ton clip,
j'aimerais bien qu'on ajoute des garçons. Il dit qui? Moi, je dis, je veux aller chercher des gens. Donc, c'est comme ça, j'ai contacté d'autres amis. Actuellement, ils sont en France, je les salue tous. Je leur ai appelé, je leur ai dit, vous, Joe, vous devez venir parce que j'ai un combo avec Ferré. J'aimerais vous faire participer. Ah bon, hein? Ils sont arrivés tout de suite. On m'a donné une voiture, je suis allé les chercher. On allait à l'aéroport tout de suite. On a pris le vol. Je n'avais pas de chaussures, j'étais en tapette. Je prenais mes amis comme ça. Hein. L'autre, je suis allé le prendre à l'école. L'autre, il était en train de jouer avec ses camarades. Je suis allé les chercher et puis pouf, on est parti. Donc, c'est là où on a réalisé son premier album, Sens Interdit, qui a fait énormément de succès. Et vraiment, cet album-là, ça a beaucoup fait. Ça a beaucoup fait pour moi dans ma carrière. Les difficultés dans ce métier, c'est que si ce métier t'a pas giflé, si ce métier t'a pas vraiment fait comprendre son sens, tu ne vas jamais connaître pourquoi tu fais ce métier. Vous savez, quand on a fait cet album, je me suis dit que tout était facile. Mais j'avais oublié le côté où la musique elle-même là, a ses normes. Donc quand on a fini de faire, on a été payé et puis bon, après, Ferré m'a dit qu'il voulait bien que je puisse, qu'est-ce qui était mes ambitions parce que lui il voulait bien qu'on travaille ensemble. Donc moi je lui ai dit que ouais, ça a toujours été mon rêve, surtout d'aller à Kinshasa, faire ma musique à Kinshasa, ce que je voulais. Il dit ok, pas de souci. Donc il m'a pris, il m'a emmené chez lui. Donc j'ai habité avec lui plusieurs années, je dirais même pendant 5 ans. On a vécu vraiment avec lui comme un père avec un fils. Ensemble, on s'est battu pour que l'orchestre vraiment puisse avoir le niveau qu'il est. Vraiment, je le félicite. C'est un monsieur très, très courageux parce que lui aussi, il a connu des difficultés. Mais en étant chez lui, pour un début, il m'a reçu chez lui. Mais il ne voulait pas que je puisse voir un peu les choses un peu trop faciles. Il voulait que je puisse comprendre la réalité de la chose, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, quand tu ne comprends pas bien la chose, tu vas te dire que non, lui, il est mauvais, il m'a envoyé à Kinshasa pour me maltraiter, pour me mettre dans des conditions bizarres. Mais quand j'ai commencé à aller en répétition, ça n'a pas été facile. Il faut encore travailler, prouver des capacités, il faut créer. Parce que les danseurs, il y en avait beaucoup. Je n'étais pas le seul danseur. Tous les jours, on faisait des recrutements. Donc, dans un orchestre, on pouvait être 250 personnes. Mais par jour, on avait des séances de répétition par jour de lundi à samedi, de 10h peut-être à 20h. Donc, on avait tout le temps des castings, on avait tout le temps. Donc, il faut créer, il faut avoir de l'inspiration. Sinon, franchement, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Donc, c'est là j'ai été vraiment déterminé. On a fait le deuxième album, on a fait la préparation du Zénith de Paris, on a fait plein de choses ensemble. Mais le côté le plus compliqué de la situation, c'est quand la jalousie s'installe. La jalousie s'installe dans la musique comment? Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas voir les choses comme ils doivent être. C'est pourquoi aujourd'hui, musicalement, les gens font des médicaments, des sacrifices. Les gens vont voir des féticheurs pour réaliser certains trucs. Et ce que je dis, je suis très sérieux parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécues et je ne veux pas que mes jeunes frères, d'autres qui débutent de la musique puissent emprunter ce chemin. Parce que dans ce chemin, il y a de la jalousie. Dans ce chemin, il y a des choses qu'on part faire et il y a des retours dans ces trucs-là. Imagine, tu t'en vas voir un féticheur pour dire que je veux que dans le groupe où on est 200 personnes là, on n'a qu'à me voir. Ok, il n'y a pas de souci. On va te voir, tu vas faire tes médicaments et tout, on va te voir. Tu vas faire tout ce que tu veux, on va te voir. Mais le problème est qu'après ça, il y a un problème. Il y a un retour. Donc moi, j'ai subi des trucs très, très difficiles parce que moi, je comptais vraiment sur Dieu. Mais le problème avec ça, tu peux compter sur Dieu, mais est-ce que tu communiques avec Dieu? C'est ça le problème. Si tu ne communiques pas avec Dieu quand la guerre est lancée, mon cher, tu vas subir, c'est ce que j'ai subi. Donc, ce qui a été encore plus compliqué dans cette affaire, je me rappelle, on préparait l'Olympia de Paris. On devait aller jouer à l'Olympia de Paris. Donc, pendant les répétitions, je me rappelle un jour, je suis arrivé, je commençais à répéter, pouf, je suis tombé. Avant ça, je sentais que je respirais plus bien. J'avais tendance à respirer 2 minutes après, je deviens essoufflé. Je commençais à respirer un peu vite. Mais, tu sais, vous savez, dans nos orchestres, on ne peut pas
dire tout de suite que tu ne te sens pas bien. Si tu ne te sens pas bien, tout de suite, on te remplace. Il y a 5 guitaristes, il y a 12 batteurs, il y a 22 chanteurs qui sont assis là-bas, qui prient juste que tu tombes malade pour qu'ils prennent ta place. C'est ça, au fait, dans la musique. Donc, même quand tu es malade, tu n'es pas obligé de dire que tu ne te sens pas bien parce que l'orchestre ne va pas t'attendre parce que toi, tu es malade. Donc, j'étais tombé malade, très, très grave. Je respirais plus bien. Donc, quand j'arrive aux répétitions, je commençais à répéter et tout. Je sentais quand je danse à peine 5-10 minutes, quand je chante un peu, je suis essoufflé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai dit, bon, là, il y a problème. Mais revenons un peu en arrière avant de continuer l'histoire. Comme ça, vous allez bien comprendre. Vous savez, on avait un voyage, on partait en France. J'avais mon passeport, mon visa Schengen et puis mon billet d'avion. Donc, le groupe était là. Donc, on dit, bon, on devait voyager un jeudi. Le jeudi, on arrive à un aéroport, mais on nous dit que le vol qu'on devait prendre a fait crash en Libye. Donc, on était obligé de voyager le lendemain. Donc, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, on passe, on fait le checking et tout pour aller monter dans le vol. Je vois un policier arriver tout de suite. Ah, monsieur, venez. J'arrive. Moi, je dis, mais les autres sont en train de monter. Il dit, non, venez. Pendant que d'autres personnes sont devant. Il regarde mon passeport, il me dit d'attendre. Moi, qu'est-ce qui se passe? Les autres sont partis monter dans le vol. Je vous dis que je suis resté à l'aéroport, seul à l'aéroport. C'est-à-dire, je vous dis, l'orchestre m'a laissé à l'aéroport avec mon billet, avec mon passeport et tout. Je ne comprenais pas. Donc, tout de suite, je me suis dit que bon, je vais peut-être attendre mon patron, mon boss. Quand il va me voir, peut-être il y a un petit souci. Je vois le boss, il est passé. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le groupe, il y a toujours des gens qui parlent, qui racontent des choses. Donc, la veille, ils ont dit à moi, mon boss, parce que moi, j'avais pas mal de fans en France. J'avais des amis, j'avais des connaissances. Donc, ils ont dit, bon, là, si on s'en va, Rodney n'a jamais manqué de voyage. Mais ça, là, si on va, lui, il va rester en France. On dit, mais pourquoi? Il dit, non. Et les gars, on dit, ça, c'est les gens qui ont dit, hein. Ils ont dit que Rodney va rester. Frère, et c'est comme je vous ai dit, c'est comme un père pour moi. Hein. Voilà, mon mentor et tout. Donc, il dit que non, Rodney, il faut qu'il voyage. Il a trop donné pour ce groupe. Il a trop souffert. En tout cas, il a trop souffert pour ce groupe. Il faut qu'il voyage. Moi, je peux pas laisser Rodney. Et puis, c'est un garçon bosseur et tout. Ils ont dit, non, tu vas nous donner raison et tout et tout. Donc, c'est ça, j'ai su ça après. Parce que quand il est passé, il ne m'a pas fait signe. Il est monté dans l'avion et puis après, il est parti. Donc, mais au retour, je suis resté à l'aéroport comme ça, seul. J'étais étonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quelle sorcellerie ça? J'étais paniqué, mais je n'ai pas pleuré parce que j'avais l'espoir, j'avais la foi. Je savais que j'avais un talent que Dieu avait mis en moi. J'ai juste cherché à savoir quel était le problème. Donc, je suis vite rentré quand je suis sorti. Dieu merci, j'ai croisé son épouse qui m'a mis dans la voiture. Et puis, parce que la distance de l'aéroport de Ndjili et Kinshasa, c'est quand même une longue distance. Donc, s'il n'y avait personne pour me ramener, c'était vraiment compliqué. Donc, en rentrant, nos fans de la rue, quand ils m'ont vu, ils ont dit « Mais tu es resté, mais tu as ton passeport, tu peux voyager quand tu veux. » Mais pour voyager, je fais comment? Mais va de l'autre côté de Brazzaville. De l'autre côté de Brazzaville, tu peux te prendre un vol. Mais pour aller de l'autre côté de Brazzaville, il faut traverser le fleuve. On est 3 heures du matin. Donc moi, je dois traverser le fleuve Congo par une petite pirogue parce que je dois voyager pour aller en France. Moi, j'ai dit non, je ne fais pas ça. Je suis allé, j'ai remis le passeport parce que chez nous, dans les orchestres, les passeports, c'est l'administration qui garde. Donc, j'ai remis le passeport le lendemain. J'avais plus rien avec moi. Un ami que je salue en passant, Prince Gauthier, m'a dit qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. Je l'ai expliqué, mais on t'a pas vu, tu n'es pas arrivé. Il m'a envoyé un peu de sous, donc je suis parti de l'autre côté de Brazzaville. Je suis resté à la maison parce que tout le monde savait que j'étais allé en France, que tout le monde savait que j'étais pendant ce voyage. Mais quand ils sont arrivés, la majorité de l'orchestre ont fui parce qu'ils ont eu peur. Ils ne savaient pas que j'étais resté. La majorité, je dirais même 20 à 15 personnes
sont restés là-bas. Bon, certes qu'il a fait le concert après, mais après, à son retour, il a voulu que je puisse venir. Donc, comme j'aimais mon travail et puis je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, je suis revenu pour travailler. C'est là où maintenant, en préparant le prochain concert qui a été l'Olympia de Paris, c'est là où les problèmes ont commencé. Je n'avais plus de souffle, j'étais gravement malade, je tombais par-ci, par-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai essayé d'écrire un courrier à l'orchestre pour dire que vraiment je suis malade, j'ai besoin des soins. Bon, d'autres ne me croyaient pas, ils se disaient que bon, peut-être il a besoin des sous, parce que là-bas c'est vraiment un Far West, hein, quand tu es dans un orchestre, tu te lèves pas comme ça pour demander de l'argent, tu te lèves, c'est un Far West. Donc j'ai écrit tout de suite, on a dit ok, il n'y a pas de souci, Ferré qui est en France, il a répondu, il dit bon, donnez-lui un peu d'argent, il va essayer de se revoir, de voir sa santé et tout. Je suis allé à l'hôpital, ce que vous n'allez pas croire est que je suis allé voir le docteur pour dire au docteur de falsifier une radio pour moi, c'est-à-dire de faire un truc comme ça, de me donner, comme ça je vais lui donner un peu de sous. Tu vois, le docteur m'a regardé, m'a dit, ça fait combien d'années tu n'as pas fait ta radio, une radio et tout. Moi, il dit, il ne sait plus. Il dit, vous les artistes là, vous fumez, vous faites des choses. On peut te faire une radio, ça ne coûte pas cher, c'est 16 000 à peine. Donc j'ai accepté. Je me rappelle, j'avais $100 avec moi. Donc j'ai payé les 16 000. Il a fait la radio. Quand il a fait la radio, il était tout de suite étonné. Il a appelé les gens. Il dit à quoi il a montré la radio. Il dit, ce jeune-là a 4 côtes disparues. Donc moi, eux, ils ne savaient pas comment ils allaient m'expliquer ça. Ils étaient étonnés que je sois debout en train de causer. Il dit, ce jeune-là, 4 côtes disparues. Il dit, il doit être hospitalisé. Bon, c'est pas c'est quoi. Donc, comme j'étais venu faire juste la radio, on m'a donné la radio. Je suis allé remettre ça à notre secrétaire général. Quand il a pris la radio, bon, d'autres ne croyaient pas, d'autres étaient étonnés. Oh, mais c'est quoi? Tout le monde commençait à l'entendre dans l'orchestre. Oh non. Comme on dit en disant au Congolais, ce qui me faisait rire. Qu'est-ce qu'ils disaient même? Abung, c'est 4 mbandji, c'est-à-dire 4 côtes. Mi pandi exact, donc je n'ai plus de côtes. Mi pandi, c'est les côtes en lingala. Donc ça commençait à parler tout. Tout le monde était étonné. Donc maintenant, ma maladie était devenue tellement grave. Et puis, vu que le boss de l'orchestre n'était pas là, je commençais à être négligé. Donc il fallait maintenant aller essayer de se faire soigner. Donc je me rappelle, moi je ne connaissais pas quelle est la différence entre le gynécologue ou bien je ne sais pas quoi. Donc j'avais un ami qui m'a dit « Allons voir un docteur ». C'était un gynécologue. Donc on va voir le docteur, il me met des piqûres matin, midi, soir, tout et tout, et puis je lui paye de l'argent. Après un moment, je me sentais bien. Quand je suis allé aux répétitions, dès que j'ai franchi le portail comme ça, c'est comme si l'esprit là m'attendait là-bas. J'ai pas pu répéter, je suis reparti à la maison. Je dormais pas bien la nuit, je vois les gens venir comme si c'était vrai, on m'appuie à la gorge, on vient me parler dans les oreilles, va-t'en, fais ceci. Donc comme si c'était réel, je me réveille comme ça, je suis essoufflé, tout. Moi je dis bon là c'est compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une amie qui a décidé de m'accompagner chez un monsieur. C'est un monsieur qui voulait me soigner spirituellement. Donc quand on est arrivé, je me rappelle ce jour-là, ma grand-mère m'a appelé. Ma grand-mère m'a appelé, pas à son âme. Elle m'a dit, Rodney, l'histoire que je vous raconte, c'est en 2009. 2010. Donc, ma grand-mère m'appelle tout de suite. Elle me dit, Rodney, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Est-ce que ça va? J'ai dit tout ça à ma grand-mère. Non, mais ça va. Parce que si je disais à ma grand-mère, ça n'allait pas. Hey, demain, je vais te voir ici. Pendant que je souffrais grave, c'était tellement grave. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer dans toute ma vie, ça là, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un, cette maladie. Donc tellement malade, cette amie-là m'a dit de partir. Non, avant elle, il y a quelqu'un qui m'a envoyé chez un imam. Quand je suis arrivé là-bas, il a fait des prières pour moi. Maintenant, l'imam m'a proposé, il m'a dit, bon, on va prier pour toi.
parce que c'est un peu bizarre et tout. Comment tu peux avoir 4 côtes et puis qui ont disparu et qui ont prié pour toi, mais il faut que tu acceptes d'être musulman. Donc moi, j'étais malade. Tout de suite, si tu me dis de sauter d'un immeuble pour tomber, pour guérir, je pouvais le faire. Parce que tout ce que je voulais, c'était la guérison. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je vais être musulman. Ils ont commencé à prier pour moi, Vous savez aussi, il y a un truc, parce qu'il y a un truc au Congo, tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir imam, tout le monde veut devenir... Souvent, c'est le bon, souvent, c'est pas le bon. Mais on ne sait pas, c'est Dieu qui sait. En tout cas, il n'y a pas eu de changement. Après, je suis encore allé voir un pasteur. Le pasteur a commencé à prier pour moi. Dans tout ça, là, je paye. Il commençait à prier pour moi, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il n'y avait pas de solution. Donc, l'ami que j'avais m'a dit, bon, je vais partir avec toi quelque part. Donc, on est parti. On est arrivé, on a croisé un monsieur. Le monsieur là m'a dit, tu as quoi? On dit, j'étais malade. Il m'a demandé, moi, ma salive. Donc, tout de suite, je lui ai donné ma salive. Il est rentré 5 minutes après, il est revenu, il m'a dit que j'ai hémorraïdes, j'ai des petites maladies là, plein de ventre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il m'a donné une bouteille médicament indigène, je suis parti avec. Donc arrivé à la maison, ma maladie commençait à s'aggraver encore. Donc je dis à mon ami là, je dis, ça devient compliqué, je dors pas bien, on vient me frapper la nuit, c'est compliqué. Il dit, repartons là-bas. Donc on est reparti là-bas. Tout de suite, mon ami l'a dit à ce monsieur-là, moi je vous connais, vous avez soigné notre fils. Notre fils avait un truc ici, on appelle ça comment, goitre, je sais pas, et vous avez fait disparaître ça. Ce que lui subit là, c'est quelque chose qui est spirituel, vous le savez. Donc gérez ça. Il a regardé la petite là. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis? La petite a dit, oui, c'est vrai, ou bien c'est faux. Donc, le monsieur nous a fait asseoir. Restez concentrés parce que ce que je vais vous dire, c'est vrai, c'est réel. Souvent, là, moi-même, ça me fait rire. Et souvent, je me dis, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai. Le monsieur nous a fait rentrer. C'est un monsieur aujourd'hui que je ne sais plus comment il s'appelle. Il vit où, je ne sais plus. Donc, on était assis sur une chaise. On était 2, avec mon ami là et puis moi. Et puis, le monsieur en face de moi. Donc, tout de suite, le monsieur a dit à mon ami, tu es sûr de ce que tu veux? Mon ami a dit, oui, je suis sûr, il faut qu'il puisse se guérir. Lui-même, il peut plus prendre la décision. Donc, il commençait à prier. Il commençait à prier, parler aux ancêtres. Mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui avait, quand on va chez un féticheur, nous tous on connaît, on voit dans les films, voilà, ils ont toujours un arrière-plan bizarre, tu vois, toujours des trucs un peu bizarres. Donc, il commençait à prier, il commençait à faire ses prières. Et puis, tout de suite, il a déposé un papier sur la table. Donc, il m'a dit de prendre ce papier-là, de faire ça comme ça sur ma poitrine. Je fais ce témoignage parce que c'est pour montrer la force de Dieu et ce que la croyance, que la détermination de l'homme peut faire. Il m'a donné ce papier, j'ai pris le papier, je l'ai déposé sur ma poitrine comme ça. J'ai déposé le papier. Tout de suite, le papier a disparu. Quand le papier a disparu, mon ami qui était à côté commençait à paniquer. Parce que c'est des choses qu'elle n'avait jamais vues. Après, moi j'étais comme ça. Il m'a dit de redonner le papier. Imaginez-vous, un papier qui a disparu, on me dit de redonner le papier. Donc moi aussi je prends le papier, comme si je savais où était le papier. J'ai pris le papier est ressorti dans ma main. Donc j'ai déposé le papier sur la table. Le papier commençait à écrire seul. Si cette amie était à côté ici, elle allait accompagner ce témoignage. Le papier commençait à écrire tout seul. Pas de stylo, rien du tout. Quand le papier commençait à écrire, ça s'est stoppé. Il m'a donné le papier, il m'a dit de lire. Je dis, où je suis là, je ne peux pas lire quelque chose. Je ne sais pas ce qui est dessus. Lui-même, il a pris le papier, il commençait à lire. Il a déposé le papier. Le papier commençait à prendre feu, seul. Donc tout de suite, il m'a dit, il commençait à parler, il a dit aux ancêtres, il dit, ce garçon-là n'a pas versé de sang.
ce garçon-là est un étranger, ce garçon-là est venu juste pour faire la musique. Donc, ce qu'il est en train de subir, ce que ses amis sont en train de le faire, c'est vraiment compliqué. Donc, essayez de soutenir ce jeune homme. Il a parlé. Il m'a dit que les ancêtres ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais nous, on a insisté. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, je n'ai jamais expliqué ça. C'est ma première fois que je parle de ça. Après, il m'a dit, moi, je peux tout faire pour toi. Je peux tout faire pour toi. Les voyages, quand tu danses, tu bouges, si les gens sont fans. Je peux tout faire, tout ce que tu veux. Parce qu'il y a des artistes même qui viennent ici me voir. Mais il faut que tu fasses un choix. Il m'a dit, c'est quoi le choix? Il faut que tu aies un parrain. Il dit, un parrain? Oui, moi, il dit, ah. Pendant qu'on parlait, on était 2. Mais pendant que, bon, dans la salle, je dirais qu'on était 3, moi et puis mon ami et puis le vieux père là. Pendant qu'il parlait, tout de suite, on est devenu 4 personnes dans la salle. Il y avait quelqu'un qui était assis, il y avait une personne qui était assise. Pas, je dirais assise, parce que cette personne-là, c'était comme une femme. Mais je n'ai pas pris mon temps de pouvoir regarder la personne, mais j'ai senti qu'il y avait une présence, qu'il y avait quelqu'un parmi nous. Donc, il m'a demandé si je voulais être parrainé. Je voulais qu'on puisse me parrainer, si j'accepte. Si n'importe qui essaye de faire quelque chose sur moi, la personne va me défendre. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Tout de suite, j'ai dit non. J'ai dit que je ne voulais pas. Quand j'ai dit que je ne voulais pas, tout de suite, il m'a redit, il a dit que Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Il a appelé un monsieur qui était dans une autre salle. Il est venu. Il dit, je te présente, lui, c'est un homme de Dieu. Cette partie-là, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce monsieur-là, qui était censé me laisser le choix de rentrer dans des pratiques, dans des trucs pour pouvoir me sauver la peau, a fait appel à un autre monsieur qui est venu. Il m'a présenté, il a dit, tu vois ce monsieur qui est là? C'est un homme de Dieu. Lui, il va prendre soin de toi. Dieu t'aime. Mais entre-temps, Dieu t'aime. Donc, je suis allé voir le monsieur. Le monsieur m'a dit, aujourd'hui, nous sommes lundi. Viens mercredi, je vais te faire une délivrance. Il faut qu'on puisse te faire l'état d'âme. Bon, ce sont des trucs que moi, je ne connaissais pas. Hein. J'ai appris ça ce jour-là. On va te faire l'état d'âme et tout et tout. Il faut que tu puisses venir le mercredi. Donc, il y avait une journée, c'est-à-dire on était un lundi, je pense, et de venir le mercredi, ça veut dire le mardi était libre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand il m'a dit de venir le mercredi, en sortant, l'autre monsieur là, le premier monsieur que j'étais allé voir, qui est un peu mystique, m'a dit de venir le voir le lendemain. Mais entre-temps, il m'a donné une petite poudre. Il m'a dit, quand il va être 23h, minuit, il faut mettre ça sous ta langue 3 fois. Je suis allé, j'ai pris cette poudre-là, j'ai mis ça sur ma langue 3 fois. J'ai dormi comme un bébé. Quand j'ai ouvert mes yeux comme ça, c'est le matin. C'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. J'étais toujours en train de me battre avec les gens la nuit. Les gens sont en train de m'étrangler, toujours dans un combat bizarre. Mais quand j'ai fait ce qu'il m'avait demandé, tout de suite, quand j'ouvre mes yeux comme ça, c'est le matin. Quand je suis allé le revoir, dès que je suis rentré, il a fermé le portail. Il commençait à faire des incantations, des trucs. Et puis, il a mis quelque chose dans une bouteille. Il m'a dit de m'asseoir. Ils m'ont dit de rentrer dans une salle. Moi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Le problème était qu'ils m'ont expliqué, souvent tu viens en prière. Bon, moi, je ne sais pas, hein, souvent, je ne sais pas si c'est vrai. Ce sont des pasteurs ou des prêtres qui pourront nous dire ça. Quand tu vas quelque part, souvent, ils m'ont expliqué, tu as un esprit qui est collant en toi. Souvent, le mauvais, quelque chose qui te fait du mal. Si tu ne pries pas fort, où tu es parti, si tu n'es pas concentré, lui, quand tu rentres à l'église, souvent, il y a des gens qui vont à l'église, on dit qu'ils sont toujours mauvais, mais ce sont eux qui vont tout le temps à l'église. Mais quand tu arrives devant l'église, lui, il peut rester, il t'attend à un carrefour. Mais si tu n'es pas allé prier Dieu sincèrement, quand tu vas sortir de l'église,
lui, il va rentrer dans ton corps encore. C'est-à-dire, il va te réhabiter. Parce qu'il ne veut pas aller là-bas. Il sait, les esprits, ils écoutent aussi. Donc, eux, ils n'ont pas voulu me dire de venir le lendemain pour me faire une délivrance. Et ils ont décidé, ils m'ont dit de venir un mardi pour voir le monsieur. Quand je suis arrivé, le monsieur m'a demandé, tu as bien dormi? Moi, j'ai dit, j'ai bien dormi. Il dit, ah, ok, d'accord. C'est là où il a commencé à faire ces trucs. Il a attrapé, je ne sais pas, un esprit dans la bouteille. Il a attrapé un esprit, il m'a dit, viens, rentre dans la chambre. Je suis rentré dans la chambre, ils ont éteint la lumière, ils ont allumé des bougies. Et cet homme de Dieu là commençait à faire des prières pour moi. Je vous parle des vraies prières. Il commençait à faire des prières. Maintenant, ce que je ne comprenais pas, pourquoi cet homme de Dieu et puis ce monsieur-là, ils étaient dans une même pièce. C'est ce que je n'ai pas pu comprendre. Bon, je n'ai pas voulu demander aussi. Il a fait des prières pour moi. Il m'a demandé, il m'a posé des questions. Tu as déjà versé du sang, tu as déjà fait ceci, cela. Moi, je dis non. Je me rappelle, il y a un truc il y a une question qu'il m'avait posée que j'avais dit non. Il m'a dit que non, ça, c'est pas vrai, tu mens. Moi, il dit, ah ouais, je me rappelle. En fait, j'avais menti à ma grande-mère. Non, pas ma grande-mère, j'avais menti à l'orchestre. Que j'avais eu un décès, il fallait que je rentre. Donc, il voulait que je dise toute la vérité dans le mensonge et tout et tout. Donc, j'ai commencé à dire, mais là, tu n'as pas dit la vérité. J'ai dit, oui, c'est vrai, ok. On m'a fait une prière pas possible. Ils m'ont dit, il faut partir. Mais quand je suis allé, tous mes amis commençaient à me fuir. Parce qu'ils se sont dit que non, et ils voyageaient, ils partaient en France, qu'ils ne voulaient pas qu'ils puissent tomber malades. Je me rappelle ce jour-là, vraiment, ça a été vraiment difficile. Hein? Donc, ce jour-là, je n'ai pas pu dormir parce que je n'avais pas un endroit pour dormir. J'étais allé dans une maison, dans une maison de l'orchestre qui était là, celui qui veut, il peut habiter. Donc, je suis arrivé, tout le monde a fermé la porte. Donc, j'étais obligé de prendre ma valisette, de déposer par terre et puis de me coucher. Parce que personne ne voulait que je sois à côté de lui. Peut-être ils ne savent pas j'ai quelle maladie, je pouvais les contaminer. Donc, le soir même où je suis rentré, ces messieurs-là m'ont fait asseoir quand ils ont fini de prier. Ils m'ont dit, tu dois abandonner. Moi, j'ai dit, moi, abandonner? Non, je ne peux pas abandonner. On est en train de voyager, moi, je vais abandonner. Ils m'ont dit, il faut que tu abandonnes. Il faut que tu abandonnes. Maintenant, si tu veux, là, nous, on peut faire des trucs pour toi. Hein, et puis, tu as commencé à voyager, faire des trucs. Mais là, on parle. Là. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu traverses le fleuve pour aller au Congo-Brazza. Si tu fais ça, l'esprit qui te fatigue va rester. L'esprit là ne peut pas traverser le fleuve. Le fleuve est très puissant. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça. Donc, le lendemain matin, l'argent même que j'avais reçu de l'administration de l'orchestre n'était pas vraiment assez, même pour que je puisse me soigner. Vous voyez, tout ça là, je vous dirais que même le propriétaire de l'orchestre n'était pas au courant. Il savait que j'étais malade, mais il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Donc, je suis allé, tout de suite, je suis allé au beach pour pouvoir prendre un bateau, rapidement, 5 minutes de traversée pour aller de l'autre côté du Congo, Brazzaville. Donc, quand je suis allé, dès que je suis arrivé à l'aéroport, les amis m'ont déposé avec l'ami qui m'avait accompagné voir ces messieurs. Ces messieurs-là m'ont dit, aujourd'hui, là, si tu dors à Kinshasa, après-demain, on va soulever ton corps pour envoyer là-bas. Ne dors pas à Kinshasa. Il faut aller à Brazzaville. Il faut traverser le fleuve. Tu dors ici, tu meurs. On a fini de parler. Oh, qui va écouter ça? Tout de suite. Le lendemain matin, très tôt à 9h, je suis allé au beach pour traverser. J'ai dit au revoir à mes amis. Maintenant, j'ai croisé un groupe de jeunes, des fans, des gens, nos fans, tout. Ils m'ont reconnu, ils ont dit, ah mais c'est Rodney et tout. C'est comment l'artiste? Ah, mais à quoi tu es malade? Mais prenez sa valisette, on va l'aider et tout. Arrivé au beach là, ils ont volé tous mes papiers, les laissés passer, mon billet, tout ce que j'avais, même mon passeport. Ils ont tout volé. Donc je suis dans le bateau comme ça, très malade. On arrive au milieu du fleuve. Donc là, on a Kinshasa, on a Brazzaville. J'arrive, Kinshasa, Brazza. Donc le bateau arrive au milieu du fleuve. Ça s'arrête, ça ralentit. On dit, bon, tous ceux qui ont des laissés-passer billets pour aller de l'autre côté, présenter les billets. On les appelait les chasseurs de primes. Donc tout le monde commençait à présenter des laissés-passer. Je fouille comme ça, je n'ai rien. Donc on dit, mais ton billet, on chicote, dans la maladie là.
déshabille-toi. Je commençais à enlever mon pantalon, enlever mon haut pour qu'on me jette dans l'eau. Donc tout de suite, il y avait un enfant de Dieu quelque part. Je ne sais pas si c'était Dieu lui-même qui était là, mais vraiment, le gars s'est levé, il a dit, lui, je le connais, c'est un artiste, je le vois à la télé. On ne peut pas le jeter à l'eau. Il est malade. Il ne peut pas frauder le bateau. On dit non, il dit, si vous le jetez à l'eau, vous me jetez à l'eau aussi. C'est gâté. Donc on a dit, bon, on va lui mettre des minottes. Si c'est son pays là, les militaires, les policiers de son pays vont venir pour voir si c'est un garde de chez eux. Ils vont décider. Mais là, on ne peut pas le laisser. Donc, on le met en prison. Donc moi, j'étais comme ça, très malade. Mon visage comme ça, je ne parle pas. Si on me dit, ils vont me jeter dans l'eau. Ah, je souffre déjà. Donc, comme je dois mourir là, on va pas me jeter dans l'eau. Donc, on arrive au beach là-bas. Les gars viennent. Ils me compliquent encore la vie. Donc, tout était compliqué. Il n'y avait pas rien de bon même. On me complique la vie. Toi là, tu t'allais faire quoi à Kinshasa? Moi, je suis congolais de base. Tu es congolais de base, mais comment moi? Maintenant, j'avais un ancien passeport, un très ancien passeport que j'avais fait en 2000. Là, je vous parle de entre 2010 et 2009. J'avais un passeport que j'avais fait en 2004. J'étais très petit, j'avais peut-être 9 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai sorti le passeport. J'ai dit, j'ai un ancien passeport, mais il n'est pas biométrique. Ça, je marche toujours avec ça. Ils ont regardé. Mais tu es parti faire quoi là-bas? J'ai dit, je suis là-bas à cause du général. Le général Dabira, qui est le producteur de fer. Le général, donc ils m'ont dit que moi je suis en train de mentir. Parce que c'est un général beaucoup respecté au Congo. Tu as le général, hein, tu es malade, tu veux mentir. Hein? Donne le numéro du général, on va appeler. J'avais son numéro en tête, j'ai donné, ils ont appelé, ça passe pas. Moi, il dit, il ne va pas décocher, donnez-moi le téléphone. Donc j'ai écrit un petit message, j'ai écrit, papa, on me tue ici. Vous savez, eux, ils sont sensibles à ça. Dès qu'il a vu papa, on me tue ici, tout de suite, il l'a rappelé. Il dit, allô, c'est qui? Moi, il dit, papa, c'est Rodney. Il y a quoi? Pourquoi tu m'appelles? Il dit, ah, papa, je suis malade, je suis habillé. Il dit, passe-moi la personne qui est là-bas. C'est qui le chef ici? C'est moi. Bon, prenez-le, mettez-le. Donc, c'est comme ça, on a pris un taxi et je suis allé chez moi. Mais je ne pouvais pas rentrer à la maison parce que l'état que j'étais, le quartier allait sortir. Donc, j'ai fait demi-tour, je suis allé chez un ami. Il y aurait chez Yokohama que je salue. Quand je suis allé chez lui, j'ai regardé le miroir dans la douche, j'ai regardé comment j'étais devenu. Les squelettes étaient mieux. C'est le premier jour où j'ai pleuré de la maladie que j'étais en train de vivre. Parce qu'il fallait que je me regarde sur un miroir pour voir la différence de la personne que j'étais avant et de la personne que j'étais devenue. Très, très grave. Donc tout de suite, j'ai dit à mon ami, il faut que je rentre à la maison. C'est ma grand-mère qui a la solution. Donc je suis allé à la maison. Quand tout le monde m'a vu, tout le monde commençait à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde commençait à pleurer parce qu'ils n'imaginaient pas qu'un être humain pouvait être mince comme ça. Excusez-moi, mais d'autres pensaient que j'avais le sida. Parce que j'avais atteint un niveau, tous les os étaient sortis partout. J'étais devenu très mince, ma peau était devenue très bizarre. Donc le lendemain, on m'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a tiré 1,5 litre d'eau. Dans le dos. On a utilisé une grosse piqûre dans le dos. Quand j'ai regardé l'eau qui était sortie de mon dos, j'ai eu peur de moi, très très peur. Mais c'est à ce niveau qu'on a demandé à m'hospitaliser. Chose que je n'ai pas oubliée parce que ces messieurs-là m'ont dit qu'on allait m'hospitaliser. Et que si j'acceptais à être hospitalisé, j'allais mourir. Donc j'ai demandé au docteur que je ne pouvais pas. Bon, maintenant mes oncles, eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, ils se sont dit que j'étais malade et tout et tout. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, moi, je ne fume pas, je ne bois pas trop d'alcool. Je dirais, si j'ai trop, peut-être c'est un verre. Même si je bois des bières, peut-être je ne peux pas atteindre 3 bières. Ce n'est pas possible. Donc, je ne fume pas tout ça là. Mais cette maladie-là, c'est quoi? Donc, ils ont dit qu'il a la tuberculose. Donc, là, maintenant, c'était devenu compliqué. Dans son état, il doit rester ici. Il faut qu'on le garde. Moi, j'ai dit pas possible. Ils ont insisté. Moi, j'ai dit d'accord, je veux rester, mais il faut que je parle à ma grand-mère. Donc, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit à ma grand-mère, ah, mais tu sais que je t'aime beaucoup, je ne peux pas rester à l'hôpital sans toi. Tu es la seule personne qui peut me guérir, tu es la seule personne qui peut prendre soin de moi. Donc, je l'ai plagué un peu, tu vois, un peu les mémés avec leurs petits-enfants. Elle a craqué tout de suite, elle a dit, renvoyez-moi mon petit-fils. Envoyez-moi Rodney, et puis avec les médicaments, on va voir. Donc, c'est comme ça que je suis rentré. Mais ce qui est dangereux, j'aimerais aussi profiter de dire à tous ceux qui subissent cette maladie qui est la tuberculose. Ouais, certes que ce que je vous explique, c'est spirituel, oui, on est d'accord. Mais le corps est atteint d'une maladie
qui a été la tuberculose. Si c'est une maladie qu'on m'avait jetée ou pas, mais ce qui est sûr, le corps que moi j'avais était atteint d'une maladie qui est la tuberculose. Maintenant, la tuberculose, c'est un médicament, je pense, il y a un traitement de 6 mois. Que tu prends des médicaments tous les jours pendant 6 mois. Donc, si tu laisses passer une journée, tu dois reprendre 6 mois encore. Donc, si tu ne fais pas attention, en 3 mois, tout de suite, tu as la forme. Mais si tu repars pour boire, fumer, aujourd'hui, moi, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où je réside. Derrière moi, on m'a appelé plusieurs fois. Les mêmes amis que je partais avec eux prendre des médicaments sont décédés. Ils n'ont pas survécu parce que après 3 à 4 mois, ils ont essayé de repartir dans la cadence, boire, fumer, et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Moi, j'avais respecté mes moments de médicaments tous les jours et tout. Même avant de venir à Abidjan, moi, je suis venu à Abidjan, j'étais à 4 mois, du traitement. Donc, je suis allé voir mon docteur, je lui ai dit, il faut que je suis en train de voyager, il faut qu'on me donne les médicaments. Il m'a dit, c'est trop, les médicaments là sont trop. On ne peut pas tout te donner parce que tu vas oublier. Et si tu oublies, tu dois reprendre 6 mois. Et si tu n'as pas ces médicaments 6 mois et que ce sont des médicaments qui coûtent cher, c'est le gouvernement dans ce temps-là qui avait dit que bon, c'est gratuit, hein, mais dans d'autres pays, ici, on doit acheter. Tu fais comment? Moi, j'ai dit, je veux boire, il faut me faire confiance. Donc, il m'a donné les médicaments. Et c'est ce qui a fait, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est ce qui a fait que j'ai prenais mes médicaments. Moi, mon producteur, la personne qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire, ne connaît pas vraiment cette histoire. Il ne savait pas que je prenais les médicaments tous les jours. Il ne savait pas tout ça là. Tout ce qu'il savait, j'étais en bonne forme. Il ne savait pas que j'étais malade. Il savait peut-être que c'est comme ça que je suis et tout et tout. Mais j'avais vraiment des problèmes jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan et que tout bascule. Donc, je dirais que la victoire était en Côte d'Ivoire. Bon, ma venue en Côte d'Ivoire, déjà, je dirais, c'était Dieu. C'était Dieu parce que j'avais rencontré un ami de très longue date qui habite en France, Prince Gauthier, que je salue en passant, qui était une connaissance d'un grand producteur, d'un grand label Boss Playa ici en Côte d'Ivoire. Donc, il voulait être en production. Donc, après, bon, il m'a appelé. Il m'a dit que bon, Rodney, on a un projet ensemble, mais on doit travailler avec un monsieur. Après, il m'a expliqué, je lui ai dit, c'est qui le monsieur? Il m'a dit, non, c'est un label de production qui est en Côte d'Ivoire et tout. Ok, donc on est allé au cyber. En ce temps-là, il n'y avait pas WhatsApp, tout ça là. Donc on est allé au cyber pour l'écrire. On est parti, on avait fait un titre. Donc il fallait que le label puisse venir pour faire le clip de ce morceau. Donc on l'écrivait pour faire un programme. Donc, quand on l'a écrit, il a écouté le morceau, Monsieur Tony Adams, que je salue en passant. Quand il a écouté le titre, il nous a dit, ok, bon, je vous envoie 3 personnes pour réaliser votre clip. Tout de suite, mon collaborateur, mon binôme, Prince Gauthier, a dit, oui, c'est bon, boss. Moi, je lui ai dit, mais si il devait envoyer 3 personnes pour venir ici au Congo, c'est pas mieux, nous, les 2 personnes, on va aller là-bas. Si ce monsieur est vraiment sincère, dis-lui que nous, on va venir en Côte d'Ivoire. Au lieu qu'ils puissent envoyer les gens ici. Parce que ça fait trop de dépenses, ils doivent les loger et tout. Donc, il m'a dit, non, ça va. Moi, il dit, il faut essayer. Dans la vie, il faut toujours essayer. C'est zéro qui n'est pas bon. Donc, il a dit, ah, boss, et si on venait en Côte d'Ivoire? Il a dit, ouais, tout de suite, ça m'arrange. Oui, ok, envoyez-moi les noms, je vous envoie les billets. 10 minutes, 15 minutes, les billets sont arrivés. Tout de suite, on devait voyager maintenant, le soir, à 22h, pour venir en Côte d'Ivoire. Dans ça, encore, il y a problème. On arrive au Kenya, on nous bloque. On dit que on a un billet qui fait Brazza, Kenya, Abidjan, Paris. La destination finale, alors qu'on n'a pas de visa pour aller en France. Oui, certes, l'autre était français, mais moi, je n'ai pas de visa. Comment est-ce que je me retrouve pour aller directement? Ils ont dit non, c'est qu'on ne voyage pas, c'est que notre voyage a été bizarre. C'était un peu compliqué à l'aéroport, donc je ne me suis pas laissé tomber. Je suis allé voir la dame, je commençais à beaucoup parler sur la dame. J'ai dit, il faut que je fasse ce voyage. Tu ne vas pas m'interdire de faire ce voyage. Mes projets, ma vision, ma réussite est là-bas. Donc ça, c'est des blocages. Elle commençait à elle ne parlait pas français, elle me parle en anglais. Tout de suite, et après, elle s'est levée. Moi, j'ai dit à cette dame-là, si tu me laisses, si tu bloques mon voyage, moi, je vais te suivre jusqu'à chez toi à la maison. Ton mari va me connaître aujourd'hui.
est parti voir un monsieur. Le monsieur est venu, tout de suite, il a regardé les papiers. Il dit, vous partez à Abidjan, destination finalement. Il dit oui. Il a signé et puis il a dit bon voyage. Donc le vol commençait déjà à partir pour nous laisser. Et puis bon, on est arrivé à Abidjan. C'était vraiment la joie. Donc c'est juste pour vous dire que quand je suis arrivé, tout de suite, Dieu a assuré en ma faveur. Ça n'a pas été facile. Et tout de suite, j'ai fait une première collaboration qui m'a lancé à l'international. Je me rappelle en ce temps-là, le titre c'est Bolingo. J'ai fait la collaboration avec Mousse Bossfly, avec Rico Amadj. Donc on a fait le titre s'appelle Bolingo. On l'a sorti en 2013. Ça a été vraiment un carton en Afrique. Ça m'a vraiment tout de suite mis à la place que je voulais toujours être. La gloire, vous savez, je vivais déjà bien ici. Donc, j'étais déjà avec des gens qui étaient déjà bien placés dans le showbiz. Beaucoup de choses n'ont plus été compliquées. Donc, j'ai fait le premier hit, j'ai fait le deuxième hit et puis j'ai fait le troisième titre, je dirais, mon troisième single avec DJ Arafat. Le titre, c'est Le Colo. Ça aussi, ça a été un carton. On a fait ce titre en 2016. On a sorti le clip en 2017. Voilà, donc après, j'ai fait un second titre avec DJ Kedjevara. J'ai fait plein de collaborations à succès. Donc, c'est ce qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, c'est sur ce que j'ai cru. Et je dirais, il faut toujours avoir la foi, la détermination. Donc, je dis encore merci au public ivoirien pour l'accueil, pour la considération, pour la joie, pour la détermination, pour la réussite, pour ce qu'ils m'ont accordé, pour la lumière et tout, pour ce qu'ils ont fait pour moi. Et ça fait même que au Congo, aujourd'hui, j'ai encore plus de considération parce que j'ai réalisé beaucoup de choses que beaucoup d'artistes n'ont pas pu réaliser dans le peu de temps que j'ai fait. Parce que dans le peu de temps, j'ai réalisé beaucoup de collaborations. Je dirais même que père son âme, Didier Arafat, qui était devenu un ami. La collaboration, par exemple, avec Arafat, ce n'était pas une collaboration où je cherche Arafat, j'ai chanté à lui. Non, je travaillais, on s'est vu en boîte, il m'a dit « Rodney, j'aime bien ton affaire. Tu sais que j'écoute toujours tes chansons, tu es très fort. Il faut qu'on collabore ensemble. » Donc, on a collaboré sur le titre. Je me rappelle, mais quand on a fait la collaboration, ça a été avec un contrat. Hein. Je me rappelle, en ce temps-là, il a même signé avec Ariel Chéné, Karina Steele, tous les gars de la Yorgon. Moi, j'étais là. Nous, au moins, on a fait le contrat sur ce titre parce qu'on voulait que les choses soient professionnelles. On a fait le titre et ça a été un carton. Jusqu'aujourd'hui, ce titre-là me fait voyager. Ce titre-là me fait d'abat, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, je dirais toujours merci. En tout cas, repose en paix, Didier Arafat, tu es un frère. Et merci à tous les artistes qui m'ont soutenu, Kedjevara, Ariel Chéné, TNT aussi. On a une collaboration dans mon album. J'ai un album de 42 titres. Donc, il y a 21 déjà qui sont en téléchargement digital. Donc, les clips arrivent. Donc, je demande à tous mes fans, à tous mes frères. Ça fait au moins tant d'années, je dirais déjà 3 ans que je n'ai pas encore sorti de clips, l'exclusivité. Mais les bonnes choses arrivent. Donc, c'est ça, Rodney Moketonga. Déjà, j'avais fait une promesse au docteur, que j'ai oublié son nom d'ailleurs. J'avais fait une promesse que j'allais vraiment aller jusqu'au bout. J'avais aussi fait une promesse à ma grand-mère que j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Parce que même venant en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. Moi, je dirais que tout n'a pas été facile, tout a été difficile. Même en venant en Côte d'Ivoire, j'ai eu à avoir des petits palabres avec mon oncle, il sait de quoi je parle. Des petits palabres avec mon oncle parce que je n'avais pas de passeport et que je voulais forcément venir le soir en Côte d'Ivoire. Donc, vu qu'on est une famille vraiment connue, donc j'ai tout de suite avec des relations, je l'ai dit, je voulais qu'ils puissent me faire un passeport. Donc après, avec l'immigration et tout, ils ont appelé à l'immigration. Bon, on voulait un passeport, on m'a fait aller partir là-bas. Je suis allé voir un colonel. Arrivé là-bas, il m'a dit, bon, tu dois aller en Côte d'Ivoire, je vais te faire un laissez-passer. Il m'a dit, bon, tu vas faire combien de jours? Moi, j'ai dit 1 semaine. Il m'a dit, bon, souvent vous là, quand vous partez là, c'est les 5 ans et tout et tout. Si tu avais un ancien passeport, j'allais moi te donner un cachet de 5 ans. J'ai dit, ah, mais j'ai un ancien passeport, hein. Mais ce passeport-là ne pouvait pas me faire passer à l'aéroport. C'était impossible. Parce que, mais impossible a été possible. Parce que j'avais cru.
Le passeport était un passeport déchiré. J'avais parlé tout de suite ici, j'avais un passeport que j'avais fait. J'étais très jeune, j'avais à peine 10 ans. Quand on voit, c'est le visage d'un petit garçon, alors que je dois voyager avec ce passeport en 2011. C'est quand même bizarre. Et donc, quand je lui ai montré le passeport, tout de suite, il a regardé le passeport. Il a pu le cacher, il a tapé dessus. Moi, je fais toujours mes trucs. Je prie avant de faire mes trucs. J'ai fait ma prière. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on ne regardait pas le passeport. On ouvrait juste le passeport, on regarde le visa, le cachet, et je passe tout de suite. Même quand je suis arrivé à Abidjan, on ne regardait pas le passeport. Parce qu'aujourd'hui, on a des passeports biométriques. Donc, c'est un passeport qui ne pouvait pas passer. Jusqu'à ce que quand je suis venu avec le même passeport, après je suis reparti avec le même passeport et puis j'ai refait mon passeport. Donc, ça n'a pas été facile, très difficile. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, les médicaments, j'avais fait une promesse aux gens et je me suis fait moi-même une promesse de pouvoir sortir de cette maladie, de pouvoir prendre mes médicaments jusqu'au dernier. Je me rappelle quand j'ai regardé les derniers 10 comprimés, parce que je ne me rappelle plus, je prenais au moins 10 comprimés comme ça. Au moins 10 comprimés, parce que c'était des gros comprimés comme ça. Donc quand j'ai regardé les 10 j'ai dit vraiment, Dieu est fort. Donc j'ai bu les comprimés là et puis j'ai dit c'est fini. C'est fini. Donc c'est ça au fait, c'est ce qui a fait la détermination pour que je puisse combattre cette maladie. Moi-même, j'ai pris ma décision et j'ai respecté la promesse que j'avais faite aux autres. Donc la promesse, c'est une dette. Quand tu promets aux autres de ce que tu dois faire de toi-même ou pour d'autres personnes, il faut le réaliser. C'est très important. La parole d'un homme, sans ta parole, tu n'es pas un homme. Et si c'était votre histoire, quel titre le donnerez-vous? C'était Rodney Moketonga.